Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de couches. Alors ce ne sont pas celles qui coûtent cher et qui sont répugnantes à changer. Là on va plutôt parler des différentes couches qui sont utilisées pour des communications réseau. On ne va pas se le cacher, le modèle OSI est un concept assez difficile à comprendre. Mais grâce à cette vidéo, vous comprendrez toutes les étapes qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'Internet. Alors, qu'est-ce que le modèle OSI? Eh bien, il s'agit simplement d'un ensemble de 7 fonctions bien indépendantes qui, une fois combinées, permettent d'atteindre l'objectif de réussir une communication entre deux équipements réseau. Pour imager, on peut dire que c'est comme une voiture. L'objectif de la voiture, c'est de rouler. Eh bien, ce n'est possible qu'en combinant tout un tas d'équipements. Par exemple, la batterie qui permet d'alimenter l'électronique, l'alternateur qui recharge la batterie, le moteur pour faire tourner l'arbre de transmission et l'essieu qui permet de transférer cette rotation directement aux roues. Ici, chaque pièce peut être remplacée ou bien fonctionner individuellement. Tant que chacune de ces pièces fonctionne correctement, eh bien la voiture avancera sans problème. Le modèle OSI fonctionne de la même façon. C'est un concept qui est divisé en 7 couches différentes, remplissant chacune une fonction bien précise. Et à partir du moment où elles sont combinées ensemble, cela permettra d'établir une communication. Nous allons maintenant détailler l'ensemble de ces 7 couches. Le premier niveau, c'est la couche physique, qui est responsable du transfert des bits, c'est-à-dire ces fameux 1 et 0 qui composent tout le code informatique. C'est le fameux langage des ordinateurs. C'est la couche qui représente le support physique, comme par exemple un câble Ethernet. Mais ça peut aussi être le transport de données sans fil. Et oui, même si cette couche s'appelle physique, le Wi-Fi est considéré comme un protocole de couche 1. La raison de cette définition pas très logique, c'est tout simplement que cette couche a été nommée physique dans les années 1970, bien avant l'arrivée des communications sans fil. La couche 1 concerne donc tout ce qui transporte des 1 et des 0 entre deux équipements. Alors le format entre ces données peut varier en fonction du support utilisé. Par exemple, s'il s'agit d'un câble Ethernet, les bits seront transférés sous forme d'impulsions électriques. S'il s'agit du Wi-Fi, les bits seront transférés sous forme d'ondes radio. Et s'il s'agit de câbles fibre optique, eh bien les bits seront transférés sous forme d'impulsions lumineuses. Voilà ce qu'est la couche physique du modèle OSI. Passons maintenant au niveau 2 qui est la couche liaison de données. C'est elle qui est responsable de l'interface avec la couche physique, c'est-à-dire qu'elle est chargée de mettre les 1 et les 0 sur le support physique, mais aussi de les retirer du support, que ce soit du physique comme des fils ou sans fil comme des ondes. Par exemple, la carte réseau sur laquelle on branche son câble Ethernet gère à elle seule la couche 2. C'est elle qui place et récupère les données qui transitent dans les fils. Et pour le Wi-Fi, ça fonctionne de la même manière. C'est la carte Wi-Fi qui va interpréter toutes les séries de 1 et de 0 qui circulent sur les ondes radio. En gros, la fonction principale de la couche 2, c'est de regrouper les 1 et les 0 dans ce qu'on appelle un cadre ou une frame en anglais. Il est important de savoir aussi qu'il existe un système d'adresse spécialement conçu pour ce niveau qui est l'adresse MAC. L'adresse MAC, c'est ce qui permet d'identifier de manière unique la carte réseau. Chaque carte réseau dispose d'une adresse MAC unique configurée directement par le fabricant. Hormis la carte réseau, il existe aussi un équipement qui travaille à ce niveau. Je vous laisse deviner pendant quelques secondes quel est ce fameux périphérique qui travaille sur la couche 2. Alors, vous avez trouvé? La bonne réponse est la switch. Enfin plutôt le switch, qu'on peut aussi appeler commutateur, puisque c'est sa traduction littéraire. D'ailleurs, on dit souvent que le commutateur est un équipement de couche 2. Pour conclure, on peut dire que la fonction principale de la couche liaison de données, c'est de transmettre des paquets d'une carte réseau à une autre, ou bien d'un switch à un autre, et cela en cédant des adresses MAC. Passons maintenant au niveau 3 du modèle OSI qui concerne la couche réseau. C'est elle qui est responsable de la livraison des paquets d'un point A vers sa destination. Il faut savoir qu'à ce niveau, on parlera principalement d'adresse IP. L'adresse IP, c'est ce qui permet d'identifier un équipement sur le réseau, comme par exemple un ordinateur. Mais attention, car contrairement à l'adresse MAC, qui permet d'identifier de manière unique une carte réseau, ici l'adresse IP n'est pas une identification permanente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gravée en dur dans un équipement réseau. Alors à votre avis, quel équipement réseau travaille à la couche 3? Je vous donne un petit indice, il ne s'agit pas du switch. Alors trouvé, la bonne réponse est le brouteur. Enfin non, il y a une lettre en trop, c'est le routeur.
À ne pas confondre avec le brouteur qui est une arnaque consistant à attirer des personnes avec de fausses photos de profil. Bon, on s'éloigne un peu du sujet. Revenons donc à nos moutons. Le routeur est un périphérique qui travaille dans la couche réseau du modèle OSI. D'ailleurs, on dit que le routeur est un équipement de couche 3. Là où le switch est plutôt attiré par les adresses MAC, lui le routeur, son truc, ce sont plutôt les adresses IP. C'est vraiment une histoire de goût, c'est comme préférer les blondes plutôt que des brunes. Alors attention, pas d'amalgame, je parle de bière bien sûr. Le routeur, c'est donc ce qui permet de créer une frontière entre deux réseaux. C'est-à-dire que si vous souhaitez communiquer entre un appareil qui ne serait pas rattaché directement à votre réseau, eh bien vous devrez tout simplement utiliser un routeur. Voilà ce qu'est la couche 3 du modèle OSI. Alors petit aparté, car pour bien comprendre comment les données circulent entre deux ordinateurs, il vous faudra bien comprendre la différence entre la couche 2 et la couche 3. Et oui, car nous savons maintenant que les adresses MAC sont uniques. Alors pourquoi se compliquer la vie avec des adresses IP qui peuvent ne pas être uniques par équipement? La réponse à ça, c'est que ces deux types d'adresses accomplissent des fonctions bien différentes. La couche 2, qui utilise les adresses MAC, est responsable de la livraison des paquets de saut en saut, c'est-à-dire d'un équipement à un autre de routeur à routeur. Quand un paquet traverse un routeur, on dit alors dans le jargon du réseau qu'il effectue un saut. Eh bien il faut savoir qu'à chaque saut, avant d'atteindre sa destination, le paquet se verra modifier la source de son adresse MAC, mais aussi la destination de son adresse MAC. Tandis que la couche 3, qui utilise les adresses IP, elle est responsable de la livraison des paquets d'un bout à un autre, c'est-à-dire d'un point A vers sa destination. Ici, les adresses IP ne seront pas modifiées entre le moment où ça part et celui où les données arrivent à leur destination. Sur le schéma, on voit clairement qu'entre chaque routeur, l'adresse MAC est modifiée pour pouvoir continuer sa route vers sa destination, alors que l'adresse IP reste identique d'un point A vers sa destination. Pour revenir à nos couches, on va maintenant passer au niveau 4 qui est la couche transport. Jusqu'à maintenant, on a vu que la couche 1 concerne les câbles physiques ou sans fil, la couche 2 concerne les adresses MAC et la couche 3 les adresses IP. Eh bien la couche 4 ce sera pour des numéros de port. Et on va voir ça tout de suite. En fait la couche 4 c'est ce qui va permettre de distinguer les différents flux du réseau. Parce que quand vous utilisez un ordinateur, eh bien il est fort probable que vous ayez un navigateur internet avec une application pour écouter un peu de musique et aussi votre client de messagerie ou voire même un chat pour discuter avec vos collègues. Il faut bien comprendre que chacune de ces applications sont très bavardes. Ce qui veut dire que continuellement elles vont envoyer et recevoir des données. Et toutes ces données transitent par la carte réseau dans le même langage de l'informatique, c'est-à-dire avec des 1 et des 0, ce qui rend très difficile de savoir quelles données appartiennent à quelles applications. Et bien c'est là qu'intervient la couche transport afin de distinguer les données aux applications. Pour réussir à catégoriser ces données, la couche 4 va utiliser ce qu'on appelle des numéros de port. Donc pour résumer, si la couche 2 est responsable de la livraison de saut à saut et que la couche 3 est responsable de la livraison de bout en bout, eh bien on peut dire que la couche 4 est responsable de la livraison de service à service. Et enfin, on va passer rapidement aux couches 5, 6 et 7 qui permettent de gérer les étapes finales avant que les données ne soient affichées chez l'utilisateur final. Alors pourquoi rapidement? Eh bien c'est parce qu'elles n'ont pas réellement de valeur significative. D'ailleurs c'est pour cette raison qu'il existe aussi un autre modèle de communication connu sous le nom de TCP/IP sur lequel ces trois couches ont été regroupées en une seule. Le niveau 5, c'est la couche session, qui permet d'initier une session avec la destination afin d'échanger des données. Le niveau 6 pour la couche présentation, qui permet de présenter les données dans un langage compréhensible par l'équipement qui les recevra. Un bon exemple, c'est le chiffrement et déchiffrement des données. Ça se passe dans la couche présentation. Et enfin le niveau 7 pour la couche application, ici il s'agit de la couche la plus proche de l'utilisateur final. Un bon exemple est votre navigateur web qui permet d'afficher correctement les pages web que vous lui demandez. En fait, c'est simplement une interface graphique qui permet de traduire les données dans notre langage. Ce qu'il faut retenir, c'est que les ingénieurs réseau appellent ces couches soit la couche 5 à 7 ou bien simplement la couche 7. Et la dernière chose que l'on va voir avant de clôturer ce cours sur le modèle de communication OSI, c'est le principe de l'encapsulation et de la décapsulation. Maintenant que vous connaissez en détail les différents niveaux du modèle OSI, il est important de comprendre la façon dont les données sont déplacées à travers les couches de haut en bas qui est lors de l'envoi, mais aussi de bas en haut qui concerne la réception. Il faut savoir qu'au fur et à mesure que les données sont transmises de couche en couche, eh bien chacune des couches ajoutera ses propres informations avant que l'ensemble des données ne soit converti en 1 et 0 pour être envoyé sur le support physique, c'est-à-dire le réseau. Par exemple, la couche 4 ajoutera une entête TCP qui inclura un numéro de port source et de destination.
La couche 3 ajoutera une entête IP qui inclura une adresse IP source et de destination. Et enfin, la couche 2 ajoutera une entête Ethernet qui inclura une adresse MAC source et de destination. Comme on peut le voir sur l'animation, avant que les données ne soient envoyées sur le support physique, qui peut être des fils ou bien des ondes, eh bien les données seront encapsulées couche après couche. Et avant que les données ne soient reçues au destinataire, c'est-à-dire au moment où elles sortent du support physique, eh bien les données sont décapsulées couche après couche. Pour imager le concept, eh bien c'est le même principe que les poupées russes.